Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire sur les perturbateurs endocriniens. Je remercie beaucoup Odile Bagot qui répond toujours oui donc aux différentes sollicitations qu'on lui fait, puisque nous avons déjà organisé donc des webinaires sur la contraception, la ménopause et les cancers féminins. Et donc, notre commission travaille depuis 2023 sur un axe très fort qui est la santé de la femme, d'où ces webinaires sur la santé de la femme. Et aujourd'hui, donc, nous vous accueillons pour les perturbateurs endocriniens, comment les identifier et comment diminuer donc notre exposition. Si vous ne pouvez pas suivre en totalité donc, ce webinaire, vous aurez un replay donc, qui vous sera envoyé avec un lien, donc vous pourrez le regarder à tout moment. Et puis aussi, donc une dernière chose, pensez, n'oubliez pas de répondre au questionnaire qui va vous être envoyé. C'est très important pour nous pour pouvoir faire vivre donc, notre commission prévention pour qu'on puisse acter d'autres webinaires, d'autres actions. Et donc, du coup, je vais laisser la parole donc à Brunhilde qui va se présenter. Donc, elle est présente là et donc Oui, elle fait partie de la Mutualité française de Val-de-Loire. Donc, merci à Odile, merci à Brunhilde, merci à Émilie Leplatois qui est notre assistante sociale donc, de Mutamé Plus. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. merci beaucoup, Madame Parola. Belle introduction. Alors, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis Brunilde Duot de la Mutualité française Pays de la Loire. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour introduire Madame Odile Bagot. La Mutualité française, vous la connaissez peut-être, c'est la fédération des complémentaires santé à but non lucratif, dont fait partie Mutamé. Et votre mutuelle, donc Mutamé et la Mutualité française, travaillent depuis de nombreuses années sur la santé des femmes. Et vous avez peut-être assisté du coup déjà à des webinaires autour de la ménopause, de l'endométriose, des cancers féminins. Et aujourd'hui, nous allons aborder les perturbateurs endocriniens. Et pour cela, du coup, nous accueillons aujourd'hui Odile Bagot, donc gynécologue obstétricienne, qui intervient sur France 5 et qui a écrit beaucoup de livres, dont Les perturbateurs endocriniens, la guerre est déclarée, et son nouveau livre, Ménopause, je traverse la tempête. Donc voilà, merci Odile pour cette présentation. On se retrouve à la fin. Donc, comme a dit Madame Parola, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction. Et juste avant, on aura également un temps d'échange via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la toute fin. Merci beaucoup et bienvenue Odile. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, merci Brigitte, merci Brunhilde pour votre accueil qui est toujours chaleureux. On se retrouve presque en famille parce qu'on a quand même l'habitude de faire souvent nos petits webinaires. Donc, je suis effectivement Odile Bagot, je suis gynécologue et vous allez vous demander pourquoi un gynécologue s'est intéressé aux perturbateurs endocriniens. Ben, tout simplement parce que ces perturbateurs endocriniens, eh bien, ils vont essentiellement concerner les femmes et les enfants, surtout les femmes enceintes, les enfants en développement. Vous savez, ce sont les fameux 1000 jours dont on entend parler, qui sont des jours à très haut risque concernant les conséquences des perturbations endocriniennes à cette période-là. C'est important de bien comprendre ce que c'est parce qu'on a tendance à tout mettre dans le même panier, ce qui va donner des cancers, donc c'est des cancérogènes. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont cancérogènes, mais tous les cancérogènes ne sont pas perturbateurs endocriniens. On va essayer de faire le plus simple comme possible, mais c'est relativement dense et j'espère que à l'arrivée, vous aurez compris ce que c'est et puis surtout comment on va faire pour s'en protéger un maximum. Alors, dans mon métier, je me suis quand même rendu compte, et vous peut-être aussi, hein, d'évolutions, mais qui sont allées à une vitesse énorme le temps d'une pratique. Moi, ça va me faire bientôt 40 ans que je fais de la gynéco. J'ai vu entre mes débuts dans les années 80 et aujourd'hui une baisse phénoménale de la fertilité. J'ai vu plus de petits garçons avec des malformations génitales, les cancers hormonodépendants, en particulier le cancer du sein. On en a une véritable explosion. Ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ben, vous promenez dans la rue, ben, vous voyez combien l'indice de masse corporelle moyen de la population a augmenté, hein. On a de plus en plus de personnes en situation d'obésité, voire d'obésité morbide. Se rajoute à tout ça l'hypertension et le diabète. Et
tout ce qui concerne les troubles neurocomportementaux des enfants, hein, les troubles du spectre autistique, les troubles de l'attention, ben vous écoutez dans votre entourage, on en trouve de plus en plus. Et ça, on l'a vu apparaître dans une petite génération. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on m'avait demandé en fait de travailler sur les cosmétiques et la grossesse. Et puis quand j'ai commencé à tirer le fil de cette histoire-là, ça a été absolument terrible. Et ça m'a permis de relire quelques histoires tout simplement personnelles. J'avais déjà mes observations professionnelles hein, sur l'augmentation de la taille des seins, la fertilité, etc. Mais des observations personnelles. Anne-Catherine, c'est ma fille aînée, elle est née en 85. Et c'était le plus beau bébé du monde, bien sûr, sauf que dans les premières semaines, elle avait ce qu'on appelait à l'époque la biliaire sudorale, c'est-à-dire c'est comme si elle avait eu de l'acné. Et moi, je voyais dans mes consultations beaucoup de bébés qui avaient comme de l'acné les premiers mois et les premières semaines. Et quand j'ai travaillé sur les perturbateurs endocriniens, j'ai en particulier étudié ce qui s'était passé lors d'une catastrophe industrielle qui s'était passée à Seveso dans les années 70. Et le premier signe était ce qu'on appelait l'acné chlorée. C'est la dioxine qui venait de cette usine qui a fait que les gens avaient cette éruption cutanée. Et moi, j'ai passé toute ma jeunesse et mon enfance pas très loin d'une usine de pâte à papier dont on sentait les émanations. Et les usines de pâte à papier, ben, ça diffuse de la dioxine. Et la dioxine est un produit qu'on dit liposoluble, donc il va être stocké dans la graisse. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Anne-Catherine, la première de mes 5 enfants? Eh bien, elle s'est pris tout le déstockage de dioxine et elle a fait une réaction cutanée importante. La deuxième, Claire, beaucoup moins, Marie, pratiquement pas, et les dernières, pas du tout. Donc, une explication, c'est pas une preuve scientifique, je me suis dit, tiens, là, il s'est passé quelque chose, j'ai dû stocker un toxique, et celui-ci, avec les cellules mammaires bon, qui sont graisseuses, hein, eh bien, a été éliminé au fur et à mesure des allaitements. Louise, c'est ma petite dernière. Louise, c'est une autre histoire. Louise, pendant la grossesse, on a eu un gros souci parce qu'il se trouve qu'elle avait un périmètre crânien qui était en dessous de la norme. Donc, c'est quand même inquiétant quand on est gynécologue. On a fait des mesures, on a même fait une amniosynthèse et tout allait bien. Et donc, on a mesuré ce périmètre crânien nettement en dessous de la norme, ben, elle est née le 21 septembre, ben, fin juillet, avant d'aller en vacances, et ben, elle avait toujours un périmètre crânien qui était inférieur à la norme. Et quand elle est née, Louise avait un périmètre crânien normal. Alors, on aurait pu crier au miracle, mais après ça, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 semaines au mois d'août entre la dernière écho et la naissance de Louise? Eh bien, la famille Bagot, traditionnellement, et depuis 35 ans, et même 50 ans pour mon mari, passe ses vacances dans sa caravane, au bord de la mer, à Saint-Pabu, en Bretagne. Et là, on va respirer de l'iode, on va manger du poisson, donc bien chargé en iode, pratiquement tous les jours. Et on sait que pour le développement du cerveau, eh bien, l'iode est indispensable. Et nous, en Alsace, on pensait tout faire juste. On a du bon gros sel marin bien gris, hein, qu'on va acheter en magasin bio. On a du sel de Guérande aussi, tout ce qu'on fait de plus chic. Sauf que dans ces sels-là, eh ben, il n'y a pas d'iode, parce que l'iode est volatile. L'iode étant volatile, eh ben, il faut prendre du sel supplémenté en iode. Et ce qui s'est passé probablement pendant ces 3 semaines en vacances, c'est que j'ai apporté énormément d'iode et grâce à ça, il y a eu un rattrapage dans le périmètre crânien. Troisième expérience, mon amie Martine, qui est, nous sommes 2 familles très semblables, hein. Martine, elle a un IMC à 19, elle est comme ça, toujours manger bio, un mari homéopathe comme le mien, à l'époque 5 enfants comme nous, tous complètement allaités. Et Martine fait aucun antécédent de cancer du sein. À 49 ans, elle fait un cancer du sein. Aucun facteur de risque. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et dans l'histoire de Martine, Martine est la fille de viticulteur de Pays de Loire. Dans les années 50, c'était imbibé, plein de perturbateurs endocriniens, de pesticides. Et vous verrez dans ce que je vous montrerai que l'initiation d'un cancer du sein, ça peut venir de la période in utero, les fameux 1000 jours. Et la dernière histoire, c'est Superman. Superman, je demande à un couple en infertilité le spermogramme. Dans le temps, on le demandait tout à la fin du bilan. Aujourd'hui, on demande le bilan pour la femme en même temps que le spermogramme pour l'homme parce qu'on sait qu'ils sont catastrophiques. Et là,
Je reçois un spermogramme fantastique. Ah, je me dis là, il faut quand même que je voie le mec. Alors, très, très professionnel, bien sûr. Je convoque le couple. Je dis voilà, je vais vous rendre vos résultats de spermogramme. Et monsieur, je suis étonnée, vous avez vraiment, par rapport au spermogramme pour aujourd'hui, un spermogramme vraiment de très bonne qualité. Est-ce que vous pouvez me parler de votre hygiène de vie? Et il se trouve que c'était un monsieur qui était le fils de garde forestier, toujours vécu dans la nature, surtout dans sa prime enfance, ne fumait pas, ne buvait pas, avait une alimentation saine. Et c'est peut-être pour ça que c'était un des rares spermogrammes normaux que j'ai vus ces dernières années. Alors, si on veut comprendre les perturbateurs endocriniens, il faut vraiment faire une approche qu'on appelle multidisciplinaire. On va avoir la chimie, la biologie, l'épidémiologie, qui est l'étude des maladies dans les populations, évidemment la médecine, mais un petit peu de droit quand même. Vous avez de toute façon le PDF de ma présentation. Si vous voulez plus loin, vous avez là des ouvrages de référence. Alors, les premières observations, perturbateurs endocriniens, vous savez, quand j'ai commencé la gynéco en 85, on ne connaissait même pas le terme, hein. Ça a été défini que dans les années 90. Mais avant, il y a eu un certain nombre d'observations et c'est les zoologistes qui nous ont ouvert les yeux. La première, ça a été Rachel Carlson, c'est une américaine, qui s'était rendue compte que les oiseaux chantaient moins là où elle habitait. Elle habitait dans la région des Grands Lacs. Les oiseaux chantaient moins, en particulier un oiseau que vous voyez là sur l'image, qui est le pigargue à tête blanche. Ça vous rappelle quelque chose? Non, ce n'est pas un aigle, mais c'est l'emblème des États-Unis. Et ça, évidemment, ça a fait bouger les Américains à partir du moment où ils se sont rendus compte que cette espèce était menacée et par les pesticides, ils ont pris des mesures. Mais c'est la première fois où on s'est rendu compte d'un lien entre l'environnement et une modification au niveau de la faune en particulier. L'autre observation, un peu plus tard, là c'était Colbron qui le fait, elle habitait la région des Grands Lacs qui sont pas mal pollués et s'est rendu compte que les alligators d'un lac spécialement pollué, le lac Apopka, eh bien ils avaient des malformations génitales, ils avaient des tout petits zizi, ils se reproduisaient beaucoup moins bien et elle a pu faire le lien aussi avec l'environnement immédiat. Mais ce genre d'anomalie, on va le trouver aussi chez les ours polaires. Là, vous allez me dire, il n'y a pas d'usine d'incinération à côté des ours polaires, mais ça veut dire que les polluants qui sont produits chez nous, ils vont aller jusqu'à la banquise, ils vont se répandre partout dans le monde. Et au niveau des glaces, eh ben, c'est comme si vous aviez un glaçon qui vous diffuse régulièrement vos perturbateurs endocriniens. Et les ours blancs ne sont pas non plus très vaillants du côté génital en particulier. Dernière observation, c'est les chats de Minamata. C'est une catastrophe industrielle avec un relargage de mercure dans les eaux. Et on s'est rendu compte que les chats sont devenus complètement fous. Meilleur exemple, les chats qui n'aiment pas l'eau allaient se suicider carrément, se jetant dans l'eau. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de malformations chez les enfants et des cancers, etc. Et on a pu faire le lien avec le mercure. Donc ces observations ont permis de définir en fait le perturbateur endocrinien comme étant une substance, le plus souvent de synthèse, c'est vrai, mais qui peut aussi être naturelle, qui mime ou perturbe l'action des hormones dans le règne animal. Et là, vous avez la référence des deux femmes qui ont été précurseurs en le domaine. Et Théo Colbron, lorsqu'elle a fait ses observations donc en 1991, a réuni des chercheurs de toutes les disciplines et a donné la première définition d'un perturbateur endocrinien, donc capable de dérégler le système endocrinien des animaux, y compris celui de l'homme. Le système endocrinien, c'est quoi? C'est tout ce qui va produire des hormones, donc c'est les glandes. Et tout ce qui va être, donc ce qui produit les hormones et ce qui va être réceptif aux hormones. Donc, par exemple, chez la femme, vous avez les ovaires, vous avez l'utérus, vous avez les seins. Chez l'homme, vous aurez les testicules, vous aurez la prostate. N'oublions pas non plus la thyroïde qui va interagir avec le cerveau et bien sûr le pancréas dans tout ce qui concerne obésité et diabète. Donc ça, c'est le système endocrinien en général. Il a encore fallu 10 ans pour que l'OMS aussi donne une définition plus large. Parce que là, ça peut interférer. Un perturbateur, il peut interférer avec le système endocrinien pour les individus, mais, important, leur descendance aussi. Et en 2015, donc assez récemment, ça fait à peine 10 ans, eh bien, la Société internationale d'endocrinologie, et ça c'est vraiment incontestable, affirme qu'il y a toutes les preuves de l'implication des perturbateurs endocriniens sur obésité, diabète, reproduction, cancer, effet thyroïdien, et donc le développement du cerveau chez les enfants. Et ça, c'est
indiscutable. Pour vous montrer comment ça fonctionne, un perturbateur endocrinien, je vais vous raconter malheureusement une expérimentation, on va dire in vivo, euh, qui est l'exposition in utero au DES, le distilbène, le diéthylstilbestrone. C'était un produit qui a été commercialisé en 1938 aux États-Unis et plus tard jusqu'en 1950 en France, qui était supposé diminuer les risques de fausses couches chez les femmes. Et ce qui est amusant, si on peut dire, c'est qu'il était en concurrence avec un autre produit qui s'appelle le bisphénol A. Vous verrez, on va en rediscuter. Et on s'est rendu compte évidemment que ce produit induisait des catastrophes, je vais vous en parler. Et pourquoi j'ai mis cette slide quand on parle de scandale sanitaire? Parce qu'aux États-Unis, dès 71, ils savaient ce qu'il en était, ils ont arrêté la commercialisation. En France, ça a encore mis 6 ans. On a continué à traiter des femmes alors qu'on savait quelles étaient les conséquences. Et c'est en 83, donc 12 ans après la mise en évidence des premiers effets, en Hongrie par exemple, que les femmes ont encore été exposées. Elles l'ont été aux alentours de 200 000 en France. Qu'est-ce qui va se passer si une femme prend un prix du distilbène pendant sa grossesse? Pour la femme elle-même, on a pu, alors c'est des populations qu'on va suivre. Pourquoi c'est un très bon exemple? Parce que là, on a une population, on a un produit et on va pouvoir étudier les conséquences dans cette population. Vous verrez que pour les perturbateurs endocriniens en général, c'est un gros problème parce qu'on est imprégné de toutes sortes de perturbateurs endocriniens. Ça va être difficile de faire la part des choses. Mais là, en regardant a posteriori cette expérimentation, ce scandale sanitaire, donc les femmes qui ont pris du distilbène, elles ont une petite augmentation de leur risque de cancer du sein. Le problème, ça a été la deuxième génération, les filles qui étaient in utero lorsque leur mère a appris ce fameux produit. Eh bien, on a observé deux choses principales, des malformations au niveau de l'utérus et des trompes. Donc, ces femmes se retrouvent avec des infertilités, des fausses couches, des prématurités, etc. Et puis, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, un cancer très, très rare chez la jeune fille, qui est l'adénocarcinome à cellules claires du vagin. Elle faisait des cancers du col à 18 ans, ce qui était inattendu, et c'est comme ça qu'on a fait le lien. On sait aussi que ça augmente un peu le risque de l'endométriose. Et premier élément important, parce qu'on va en reparler, c'est que ces femmes, c'est-à-dire au-delà de 40 ans, après 40 ans, elles ont été imprégnées 40 ans auparavant du produit, et ben elles font plus de 2 fois plus souvent un cancer du sein qu'une femme qui n'a pas été sous distilbène. Donc, qu'est-ce que ça vous révèle là? C'est ce qu'on appelle l'effet retard d'un perturbateur endocrinien. Pour les garçons, comme on pouvait s'y attendre, on a des répercussions sur les anomalies génitales sur lesquelles on reviendra, surtout les cryptorchidie. Cryptorchidie, vous savez, c'est les testicules qui ne sont pas descendus. Ça, c'est une malformation, elle augmente de 2% tous les ans. Les problèmes d'infertilité, éventuellement de cancer du testicule. Et ce qui est intéressant, puisqu'on les connaît, c'est que on a pu suivre la génération d'après, c'est-à-dire une génération qui n'a pas vu passer de distilbène, puisque le distilbène, il a été donné à leur grand-mère. Et ben dans la troisième génération, eh bien, on a plus de malformations de manière générale que si la grand-mère n'a pas pris de distilbène. Et ça vous illustre une autre particularité des perturbateurs endocriniens, qui est l'effet transgénérationnel en modifiant ce qu'on appelle l'épigénome. Tout ce qu'on sait pour les filles de troisième génération pour l'instant, mais attention, elles sont jeunes, il y a des effets retards, on n'a pas de conséquences sur leur reproduction ni sur le risque de cancer. Donc, ce sont des mécanismes qui ne sont pas entièrement élucidés et c'est du domaine de l'épigénétique. Alors, comment ça marche un perturbateur endocrinien? Perturbateur endocrinien, c'est l'histoire de la clé et de la serrure. La clé, ça va être au départ l'hormone normale, naturelle, qui doit rentrer dans la serrure étant ce qu'on appelle le récepteur hormonal. Et si l'hormone agit bien sur la cellule, sur la serrure, eh bien, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais si on a une molécule qui ressemble à l'hormone, mais n'est pas l'hormone, eh bien, à ce moment-là, elle peut, par exemple, rentrer en compétition avec l'hormone. On a ça avec l'iode. On a donc l'iode qui doit agir sur la thyroïde. Et on a dans les perturbateurs endocriniens tout ce qu'on appelle les perfluorés. On reparlera des PFAS. Et le fluor, il est tout près de l'iode, il ressemble à l'iode. Eh bien, il va prendre la place de l'iode. Et ça va nous donner des conséquences. Donc, il y a une compétition entre les deux. On a aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont des
de type œstrogénique, c'est-à-dire type hormone mâle, donc ils vont agir, hormone féminine, pardon, et ils vont donc agir contre à l'effet inverse des hormones mâles. Donc, ça a un effet anti-androgène, ça va bloquer les récepteurs. Et par exemple, ça va empêcher les testicules de descendre. Et on a un autre encore mode d'action de ces perturbateurs endocriniens, c'est que ils ressemblent tellement, par exemple, aux œstrogènes, qui vont stimuler les cellules qui répondent aux œstrogènes, dont les cellules mammaires, et on aura plus de risque de cancer du sein, par exemple. C'est difficile à étudier parce que celui qui vous dit, moi je sais, c'est tel perturbateur qui a donné ça, il ne connaît pas le sujet. Il faut savoir déjà que c'est le moment qui fait le poison. On a beaucoup de petits garçons qui naissent heureusement tout à fait normaux, hein, mais toutes les mamans ont été imprégnées de perturbateurs endocriniens. Mais c'est seulement à un certain moment, à une certaine dose très faible en général, que ça va avoir une conséquence sur le fœtus. Le risque n'est pas proportionnel à la dose. Or, tous les industriels, quand ils veulent faire valider une molécule ou un phytosanitaire, on va leur demander la dose toxique, où on voit vraiment des effets directement, et la dose létale. Le problème, c'est que le perturbateur endocrinien agit à très faible dose. On a ce qu'on appelle les effets confondants, parce qu'on n'est pas juste exposé, sauf dans le distilbène, à un seul perturbateur endocrinien. On vit dans une ambiance qui est saturée de perturbateurs. Autre effet pas si simple, c'est l'effet cocktail. Vous avez entendu parler du glyphosate. Eh bien, quand on regarde l'effet du glyphosate, qui est le principe, l'élément de base dans le phytosanitaire qui est le Roundup, eh bien, le glyphosate, il est moins dangereux que le Roundup. C'est-à-dire que quand on ajoute d'autres molécules, on peut multiplier par 10, voire par 1000 la toxicité d'un composant, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet cocktail entre la molécule de base qu'on étudie, glyphosate, et les adjuvants. L'effet retard, je vous en ai parlé, une exposition quand on est in utero peut s'exprimer 20, 40 ans plus tard, et l'effet transgénérationnel, je vous en ai parlé aussi. On va faire le plus vite possible un petit peu de chimie, mais c'est quand même bon de savoir où on en est. On a les polluants organiques persistants. Ça, ce sont des produits, même s'ils ont été interdits comme les PCB, qui étaient dans un certain nombre de machines, eh bien, vont persister à long terme dans toute la planète et on va les retrouver dans l'eau, donc dans l'alimentation, dans les poussières et dans l'air. Donc la dioxine, c'est par exemple, donc effectivement, les émanations d'usines d'incinération, c'est la catastrophe de Seveso. Les PFAS, vous en avez entendu parler parce que ça a fait une des journaux, mais c'est rien de nouveau, hein, si ce n'est que ça va polluer l'environnement pendant très longtemps. Il y a un petit mot du DDT quand même, parce que le DDT, c'est un insecticide contre le palu, hein, contre les moustiques. Et là, on a aussi parfois une question éthique à se poser. Parce que dans certains pays extrêmement impaludés, leur seul moyen pour l'instant de lutter contre le palu, c'est de détruire les moustiques. Maintenant, le DDT qui détruit les moustiques, on va le retrouver dans les glaces du Groenland et on va les retrouver aussi dans nos assiettes, hein. Mais on a des millions de morts on a 500 000 morts par an de palu, hein, et des millions de personnes malades. Donc ça pose question. On a tous les plastiques. Le fameux bisphénol. Les bisphénols ont été interdits, le bisphénol A, interdit en France depuis un certain temps dans tout ce qui était contenant, mais il ne faut pas rêver, il y a plein d'exceptions. Les tuyaux dans l'alimentaire qui vont transporter, je ne sais pas moi, le vin ou le lait, il y a encore du bisphénol. Et de toute façon, ce bisphénol A, maintenant, il est remplacé par des bisphénols F et il nous faudra encore 20 ans pour savoir ce qu'il en est. Alors, les phtalates. Les phtalates, c'est des produits absolument extraordinaires parce que ça va de l'état gazeux, c'est votre parfum que vous avez mis ce matin, c'est en général des phtalates, à quelque chose de très solide, comme par exemple votre chaise de jardin sur laquelle vous allez prendre le café tout à l'heure. Tout ça en passant par votre rideau de douche. Mais regardez voir ce malheureux petit prématuré, il baigne dans des phtalates. Tout ce qu'il y a là. Il y a des phtalates et il y a des perturbateurs endocriniens en tout genre. Alors, il y a des hôpitaux, hein, qui commencent à être très vigilants par rapport à ça, mais il y a encore du travail à faire. Les composés d'hyperfluorés, on aura les PFAS dedans, mais on a les PFOA aussi. C'est
tous les produits imperméabilisants, tout ce qui est déperlant, ce sont les poils anti-adhésifs, on en parlera dans les détails. Alors, les perturbateurs thyroïdiens, j'avais dit que c'était important pour le développement du cerveau. Eh bien, regardez sur le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, vous voyez l'iode en bas, et bien dans la même colonne, on a le brome, le chlore et le fluor. Le brome, il est dans les retardateurs de flammes bromées, ce qu'on met sur les matelas pour qu'ils ne prennent pas feu. Vous allez sniffer des perturbateurs endocriniens toute la nuit dans votre literie neuve. Le chlore, il est dans le PVC, entre autres, hein, et le fluor dans tout ce qui est imperméabilisant. Et ça explique aussi son mode d'action. Les conservateurs, je vais vous parler de l'un ou l'autre. Le triclosan, alors c'est un antibactérien, alors vous l'avez partout, hein, vous avez dans les gels douche, dans les dentifrices, etc. Alors la communauté européenne, en 2017, quand même, elle a interdit aux chirurgiens de se laver les mains avec ça, ce qui était directement en contact avec la peau. Mais ils l'ont laissé dans votre dentifrice et votre gel douche en mettant des doses minimum inférieures à 0,3%. Mais je vous ai bien expliqué que le problème, ce sont les petites doses, justement. Et là, il n'y a aucune réglementation en la matière. Les parabènes, vous en entendez souvent parler aussi. Effectivement, les parabènes sont des conservateurs dans les cosmétiques et les produits d'hygiène. Les parabènes, c'est la même famille que les œstrogènes, hein. Donc, c'est vraiment une action de type œstrogénique. Chez l'animal, on a bien montré l'effet sur des pubertés précoces, sur des hypertrophies mammaires ou de l'utérus, sur la spermatogenèse chez le mâle. Ils sont tous autorisés avec toujours des limites de concentration. Et là, vous avez bien compris que ça n'a pas de sens, les limites de concentration, quand on parle de perturbateurs endocriniens. Et on est de saison, les filtres UV. Alors, on va en trouver, c'est vrai, dans les produits solaires, mais il faut aussi savoir que ces filtres UV, ils sont mis dans tous les cosmétiques pour qu'il n'y ait pas d'altération liée à la lumière. Alors, les filtres organiques, donc la crème solaire lambda, c'est vrai qu'il y a très certainement des perturbateurs endocriniens dedans. Puis ensuite, on a des filtres minéraux qui vont être labellisés plus ou moins bio. Le problème, c'est que s'ils sont vraiment un petit peu, on va dire, grossier, ben, vous allez ressembler à un clown blanc, ça s'étale pas, il y a du blanc partout. Et plus on va pulvériser en fait les petites particules pour protéger, hein, plus on va se rapprocher des nanoparticules. Donc la solution, c'est pas sortir quand il y a du soleil, c'est parasol, c'est quand même mettre une crème solaire bien sûr, mais éviter le rayonnement solaire un maximum, hein. On a dans la série ensuite les alkylphénols, nonylphénols, c'est surtout les produits de nettoyage et les métaux. Alors vous allez me dire, tiens, mais on parle du cadmium, en ce moment on en parle beaucoup. Le cadmium, effectivement, est très mis en cause aujourd'hui, mais ce n'est pas un perturbateur endocrinien, c'est un cancérogène. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste ici. Alors comment on va étudier leurs effets? On a plusieurs angles d'approche. L'écotoxicologie, c'est ce qu'ont fait ces trois précurseurs, hein, donc Rachel Carson, Theo Colbron et André Cicolella. Ils observent dans la nature, sur les animaux, ce qui se passe et ils essaient de faire le lien avec les toxiques. Alors, on fait des études in vivo, c'est-à-dire qu'on va regarder chez l'animal qu'est-ce qui se passe. Par exemple, le bisphénol A, on a parfaitement montré chez le rat que c'était un facteur de développement de cerise de cancer du sein. Donc ça a été facile à faire parce qu'on avait un rat, on avait un perturbateur endocrinien, enfin une petite rate, et puis regardez ce que ça donnait. On a aussi vu ainsi que les phtalates avaient un effet sur les organes génitaux du rat mâle. On a aussi fait des études in vitro, c'est-à-dire sur des cellules. Là, on a pris des cellules humaines, comme des cellules de testicules, et on a vu que quand on mettait des phtalates avec ces cellules, elles fabriquaient moins de testostérone. Testostérone, hormone mâle, qui va jouer sur la différenciation sexuelle, mais qui peut aussi jouer sur la pulsion sexuelle, par exemple. Du côté des femmes, on a mis des nonylphénols sur des cellules mammaires in vitro et on s'est rendu compte que ça augmentait leur développement. Et ça, c'est une étude, je vais vous raconter quand même. Anna Soto, c'était une chercheuse qui regardait l'effet des œstrogènes sur les cellules mammaires. Et donc, elle avait mis au point une expérience. Elle a mis des cellules mammaires donc dans des petits tubes à essai. Et dans un tube à essai, dans une série, elle avait rajouté des œstrogènes, donc pas un perturbateur endocrinien. Et dans l'autre, elle avait ce qu'on appelle les cas témoins. Elle n'a rien mis. Et puis quand elle étudie, elle regarde le développement des cellules entre les deux, elle se rend compte que dans les tubes où elle n'avait rien rajouté, les cellules mammaires se développaient plus que là où elle avait mis des œstrogènes. Elle dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? En fait, ces cellules avec des œstrogènes étaient dans des tubes en verre.
Et pour les autres, elle a dit, je vais pas gâcher du verre. Elle a mis des tubes en plastique. Et ces tubes en plastique ont relargué dans le milieu de culture un perturbateur endocrinien qui est le nonylphénol, qui a eu un effet beaucoup plus fort que l'œstrogène naturel. Donc ça vous met en éveil sur le problème des contenants et de ce qu'on appelle l'effet de transmutation, parce que le perturbateur, il peut être dans votre bouteille et passer dans votre liquide. Au point de vue épidémiologique, c'est ce qui serait plus intéressant, mais c'est compliqué à étudier. Je vous ai mis quelques références. On a donc une augmentation des hypospadias. Ça, c'est Charles Sultan qui m'a fait l'honneur de dédicacer d'ailleurs, de faire la préface de mon livre, qui est professeur d'endocrinologie pédiatrique à Montpellier. Il a bien observé et fait le lien entre perturbateurs endocriniens et cette malformation chez les petits garçons où le méa urinaire s'ouvre en dessous de la verge au lieu d'être au bout. On a Claire Philippa qui a fait de belles études sur les troubles neurocomportementaux des petits garçons en particulier, avec une lien avec un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Et Barbara Cohn pour le cancer du sein. Et ça, c'est aussi une étude que je vais vous expliquer tout de suite. La médecine, donc vous avez vu qu'il y a 3 vraiment pôles, le système génital, le système neuro-endocrinien, c'est-à-dire le cerveau, et ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors voilà. Déjà pour le cancer du sein, il suffit de regarder autour de soi, une augmentation phénoménale ces 30 dernières années. Et pour Chicolela, 75% serait d'origine environnementale. Quelle cause? Donc, l'étude in vitro d'Anna Soto, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Pour les rats exposés aussi au bisphénol, on a plus de cancer du sein. On l'a trouvé aussi dans les catastrophes comme Céveso, l'agent orange qui avait été utilisé au Vietnam par les Américains. C'est un défoliant pour voir les Viettes qui étaient cachés dans la jungle. Beaucoup plus de cancer du sein dans la population. Et ce que je vous ai dit pour le distilbène. Et donc, l'étude de Barbara Cohn, elle est très, très intéressante. Grâce aux assurances américaines, vous savez, qui suivent des populations, elle a pu suivre plus de 9 petites filles qui étaient nées entre 59 et 67 dans un environnement où les mères étaient très exposées au DDT en particulier. Et elle a pu démontrer qu'à l'âge de 52 ans, donc un demi-siècle après, ces filles exposées in utero avaient 4 fois plus de cancer du sein que la population générale qui n'avait pas été exposée. Ça veut juste dire, c'est important de le dire parce que souvent, quand je vois une femme d'un cancer du sein, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé les 2 dernières années? Non, c'est pas forcément quelque chose de récent. Ça peut déjà être relativement initié beaucoup, beaucoup plus tôt. On observe aussi des pubertés précoces, en particulier autour de Toulouse et Lyon, où il y a beaucoup d'arboriculture, de vignes, etc. Et puis d'autres pathologies gynécologiques, comme le syndrome des ovaires polykystiques. On a en expérimentation in utero, alors SOPK chez la guenon et exposition au bisphénol A, dans l'endométriose et dans les fibromes-utérins. On a des niveaux de preuve. Alors c'est toujours un cofacteur, il ne faut pas toujours dire c'est la seule raison, mais c'est un cofacteur de ces pathologies de l'ordre avec un niveau de preuve de 6, 7 sur 8 quand même. Du côté des hommes, ils ne sont pas épargnés, bien sûr. C'est les Danois qu'on définit ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, parce que c'est la même cause, les malformations génitales dont je vous ai parlé, les cryptorchidis, les hypospadias, l'altération des spermogrammes. Aujourd'hui, on a 2 fois moins de spermatozoïdes dans les spermogrammes des hommes que ce qu'on a dans des spermogrammes historiques des années 30, dont on a les résultats quand même, et on a une augmentation du cancer du testicule. On a une baisse de la fertilité masculine, au moins pour 3 raisons. Donc, cette altération des spermogrammes, une baisse de la pulsion sexuelle. Il y a moins de rapports sexuels dans les couples jeunes, 25-40 ans, qu'auparavant, que les générations précédentes, et je vous donnerai des chiffres. Et puis, évidemment, les anomalies génitales, ça n'arrange rien. Les altérations des spermogrammes, on a une perte pratiquement de 2% de la concentration des spermatozoïdes tous les ans, que ce soit à l'échelle française, c'est le moelle, que ce soit occidental, et aujourd'hui on a la même étude à l'échelle mondiale, c'est partout la même catastrophe. On a une modification des comportements sexuels, alors ça a été montré chez la souris exposée aux phtalates. Eh bien, les petits souriceaux, ils sont moins attirants, moins entreprenants.
On a des espèces sauvages de mouettes qui sont les huards mâles qui sont exposés, qui écourtent les parades amoureuses. Et on a une baisse des rapports sexuels dans l'espèce humaine qui a été tout à fait démontrée par le dernier rapport de Nathalie Bajos sur les comportements sexuels des Français. Ça date de 2024, hein. On avait une étude britannique qui montrait que les 18-35 ans avaient moins de 5 rapports par mois en couple, hein. Une étude américaine qui montre aussi une baisse du nombre de rapports sexuels chez les couples stables, hein. Et une étude hollandaise quand même, qui quand même fait réfléchir, 3 rapports par mois pour les couples de plus de 25 ans. C'est quand même pas beaucoup. Et ça suffit pas pour avoir des grossesses facilement, puisqu'il n'y a que 2-3 jours fertiles par mois. C'est madame à la migraine, monsieur en déplacement, et c'est fichu pour ce mois-là. Pour les malformations génitales, je ne vais pas vous faire le détail, ça a été montré chez l'animal, mais on va pointer quand même un médicament que vous avez tous pris et compris quand vous étiez enceinte, qui est le paracétamol. On a un appel de 13 experts en septembre 2021 qui a essayé de motiver la HAS en disant attention, le paracétamol pourrait altérer le développement fœtal pendant la grossesse. Eh bien, la HAS a estimé que ce n'était pas suffisant. Et on continue à prescrire du paracétamol par camion plein aux femmes enceintes. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de boîtes de paracétamol sont vendues, peut-être pas consommées par an en France? 550 millions de boîtes, je vous promets que j'ai fait 10 fois le calcul, c'est bien des chiffres de la NSM, hein, de l'Agence nationale de sécurité des médicaments 2013. Vous imaginez, depuis la Covid, c'est encore pire. Ça fait 16 boîtes par seconde, 4 millions de tonnes, 160 000 semi-remorques de paracétamol. Alors que parfois, il suffirait de prescrire pardon, un peu de kiné ou un peu d'acupuncture pour soulager une femme enceinte qui a mal au dos quand même. 90 comprimés par an et par personne. Le cancer du testicule, c'est un petit peu discuté, mais on l'a quand même mis dans le syndrome de dysgénésie testiculaire. Pour le cancer de la prostate, c'est très parallèle, hein, l'évolution du cancer du sein, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus jeune. Donc, on a un effet cancérogène, en particulier connu à partir d'un pesticide qui est le chlordécone, hein, qu'on utilise dans les bananeraies aux Antilles, et qui a montré que c'était effectivement une maladie professionnelle, hein, cette augmentation des cas de cancer de la prostate. Et là, on a un rapport officiel de l'Institut national de veille sanitaire qui établit le lien de causalité entre exposition au chlordécone et cancer de la prostate. Problème du syndrome métabolique. Un syndrome métabolique, c'est obésité et diabète, hein. On a une inflation importante, hein, de cette pathologie. Aujourd'hui, en France, un tiers de la population est en surpoids. C'est tout à fait multifactoriel, hein. Il y a de la génétique, il y a du microbiote intestinal, mais il y a aussi des implications hormonales et environnementales. Et pour le diabète, c'est du même ordre. Et c'est aussi plurifactoriel avec une cause génétique qui est assez importante. Alors, ça fait depuis 2002, hein, qu'on connaît des perturbateurs endocriniens obésogènes. On a des preuves que ce soit in vitro sur l'adipocyte, que ce soit en dosant les taux urinaires de bisphénol A chez les jeunes en obésité, ou bien dans la graisse intra-abdominale des femmes ménopausées. Donc, on n'a pas de doute entre le lien, hein. Pour le diabète, c'est 3 choses, hein. On a la fameuse prédisposition génétique, hein. Vous avez 2 parents diabétiques, vous avez pratiquement un risque sur 2 d'être diabétique, sauf même 70%, hein, de risque d'être diabétique si vos 2 parents sont diabétiques, sauf si vous arrivez à ne pas prendre de poids. Là, vous allez retarder au minimum l'échéance. Il y a le problème de l'insulino-résistance, c'est-à-dire plus il y a de cellules graisseuses qui vont infiltrer le muscle, plus on aura du mal, le muscle aura du mal à brûler le sucre. Donc, plus le pancréas va devoir fournir de l'insuline et donc il va s'épuiser. Quand le pancréas est épuisé, ben, on est diabétique. Et il y a les facteurs environnementaux. Tout ça, ça a aussi été testé chez la souris. Bisphénol A à la souris gestante, des petits qui sont diabétiques à l'arrivée. Dans l'espèce humaine, les vétérans
du Vietnam, pardon, exposés à la dioxine ont plus de risques de diabète. Un lien avec l'arsenic fait aussi dans une équipe canadienne. Le problème de la thyroïde et du cerveau. Donc l'iode, elle est indispensable au développement du cerveau, hein. Au 19e siècle, on avait le crétinisme, hein, c'est pas une insulte, hein, c'était un retard mental, un manque de développement du cerveau important par manque d'iode. Et la moitié des femmes déjà sont carencées en iode. Et on a une augmentation des besoins de 30% pendant la grossesse. Donc la supplémentation en iode, rien que le CL iodé, ça suffit, elle est extrêmement utile. Vous avez vu la concurrence avec le brome, le chlore et le fluor, hein, qui vont prendre en plus la place de l'iode. Et il faut savoir qu'il y a un oligoélément qui est le sélénium, qui est nécessaire à l'iode pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, ok? Mais ce sélénium, en fait, il est caché, on dit il est chélaté par le mercure. Et on a une grosse pollution au mercure en France parce qu'on est des gros consommateurs de produits de la mer. Concernant les troubles du spectre autistique, c'est multifactoriel. Il y a des causes génétiques, neurobiologiques, mais aussi environnementales, hein. Mais on a une augmentation des troubles du spectre autistique reliés aux perturbateurs endocriniens qui est extrêmement importante en lien justement avec les questions de thyroïde. L'autisme touche 3 à 4 fois plus les garçons. C'est un enfant sur 150 en France, un sur 45 aux États-Unis, hein. C'est multiplié par 10 en 20 ans. Et le rôle de la thyroïde a vraiment été démontré dans le modèle animal, dans cette pathologie-là. On a à peu près le même type de chiffres et d'augmentation pour les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, une croissance de 5% par an depuis 2011. Là, ça a été très bien étudié justement par Claire Philippa. C'est une cohorte, on l'appelle cohorte Eden, hein. Donc, elle a suivi depuis 2002 des femmes enceintes et a pu faire les corrélations entre les troubles bisphénol, phthalate, triclosan chez des enfants, en particulier les garçons, avec des troubles relationnels, anxieux, émotionnels et le TDAH chez les 3 à 5 ans. Il y a une étude finlandaise toute récente qui montre exactement la même chose. On peut se poser la question concernant le QI. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années sur Arte, il y a eu un documentaire qui a fait pas mal de bruit qui s'appelait Demain tous crétins, hein. C'est la thèse défendue par Barbara de Menex parce que des études faites dans la même population à les conscrits finlandais eh ben, ont montré que entre 98 et 2009, il y a vraiment une baisse des performances du QI, mais ça dépend ce qu'on mesure dans le QI, hein. Le QI classique, c'est juste logico-mathématique et grammatical et le vocabulaire. Aujourd'hui, on a peut-être d'autres formes d'intelligence et moi, j'aime bien les 8 types d'intelligence de Howard Gardner que je vous ai mis là, mais je vais pas en parler longtemps. Enfin, non, linguistique, logico-mathématique, ça c'est ce qu'on a actuellement. Tout ce qui concerne bah, l'intelligence musicale, que ce soit dans l'interprétation ou dans l'écriture, la visuelle et spatiale, ceux qui peignent, mais aussi se repérer dans l'espace, hein. Kinesthésique, comment on bouge, hein, l'intelligence qu'on a de son corps, de le faire bouger. L'intelligence naturaliste, d'être ouvert à la nature et d'être capable d'observer des choses. L'intelligence interpersonnelle, de comprendre les autres et intrapersonnelle, d'être bien avec soi-même. Je pense qu'on définit mieux l'intelligence d'un individu quand on est un peu plus large. Si on veut pouvoir agir, eh bien, il va falloir agir par la réglementation, c'est-à-dire par le droit. Donc, pour ça, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, son approche, établir un niveau de preuve et réglementer. Alors, à quel niveau? Il y a le niveau, bah, évidemment, national, mais on a quand même aussi le niveau européen. Et quoi qu'on dise de l'Europe, si je regarde ce qui a été fait au point de vue européen, on fait d'accord, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais il en reste toujours un en avant. Et sans l'Europe, on serait dans une situation encore beaucoup plus compliquée. Mais il est vrai que le Parlement, et moi je suis à Strasbourg, hein, est beaucoup influencé par les lobbyistes. Alors maintenant, on va faire quoi? Première chose, on aère. Parce que des perturbateurs endocriniens, vous en avez plein à votre maison, hein. Vous allez essayer d'éviter les toxiques quand même. Et alors, ce que j'ai fait quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour qu'on ne se prenne pas la tête et qu'on arrive à faire un peu l'inventaire de tout. Alors, je me suis assise dans ma maison et je me suis dit, bah, on va faire pièce par pièce en regardant bah, toute la liste de l'alimentation, cosmétiques, produits d'entretien, etc. Alors, dans la cuisine, on va s'intéresser aux aliments, à l'eau, aux contenants, aux ustensiles. Les aliments, le minimum, c'est de manger bio. C'est sûr qu'on ne va pas éliminer tous les perturbateurs endocriniens, mais déjà, on ne va pas en rajouter.
Les plus contaminés, alors il y a les herbes aromatiques, mais selon, ça peut changer. On a aussi le fenouil, on a les pommes de terre. Mais peu importe, on va pas faire le choix, on va se dire, je mange bio dans la mesure du possible. La viande, non seulement c'est pas écologique, il en faut un petit peu, mais en petite quantité, mais c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Pensez à éplucher les fruits et les légumes. On peut les faire tremper dans une solution de bicarbonate. Vous mettez 2 cuillères à soupe dans une jatte avec de l'eau. Vous laissez tremper vos fruits et vos légumes. Bon, les fruits, vous n'oubliez pas de les rincer, hein, parce que les fraises au bicarbonate, c'est pas bon, hein, je vous préviens. Cuisiner vapeur, ça va enlever quand même pas mal de perturbateurs déjà. Attention les poissons, d'un côté c'est très bien parce que ça va vous apporter les oméga 3, c'est bien pour votre cerveau, etc. C'est bien pour votre humeur. Mais attention, les poissons gras vont concentrer les polluants organiques persistants dont le DDT et le PCB. Alors on a des recommandations hein, de l'ANSES hein, pour la population générale que vous pouvez trouver sur le site de Santé publique France concernant la consommation de poissons, en particulier chez les femmes enceintes. Alors, dans la population générale, du poisson 2 fois par semaine, poisson gras, hein, saumon, sardines, maquereau, etc., et poisson maigre. Il faut varier les espèces et les lieux d'approvisionnement. Ne consommez pas d'anguilles, d'ailleurs, je trouve que c'est pas très bon. Et puis, c'est une vraie usine de retraitement des polluants, hein. On a des recommandations beaucoup plus strictes hein, pour les enfants et pour les femmes enceintes, où il faut être très, très vigilant parce qu'on a vraiment un apport en plus du mercure dans ces poissons-là. Là, vous avez une petite pyramide. Alors, ce que vous pouvez consommer autant que vous voulez, c'est les petits poissons gras. Sardines, truites, harengs, maquereaux, allez-y. En plus, ouvrir une boîte de sardines, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez consommer. L'échelle au-dessus, le colin, le merlan, la sole et le cabillaud, c'est peu pollué, mais c'est pas grave, donc vous n'avez pas les oméga 3. Et plus on remonte, plus ils sont gras. Donc il faut quand même être vigilant pour le thon et le saumon parce qu'on en consomme quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'eau? Débat éternel, regardez la qualité de l'eau qui est donnée par les instances pour vous, filtrée ou pas filtrée, la carafe Vita, c'est déjà un bon début. Sinon, on n'arrive pas à trouver vraiment des éléments de preuve sur l'utilité de la filtration d'eau. Évidemment, les fabricants vont tous vous dire qu'avec ça, vous n'avez plus de polluants. Moi, je vous dis clairement, nous, on a quand même fait le choix de l'osmose inverse par rapport aux polluants. Et puis, on a le problème des bouteilles plastiques parce que même s'il n'y a plus de PET dedans, il y a une transmutation si c'est stocké longtemps et au chaud. Il y a maintenant des villes qui vous proposent de vous livrer votre eau en bouteille de verre et qui viennent vous chercher les consignes et vous le rapportent, mais c'est seulement dans certaines villes. Donc, se méfier des contenants, hein. Donc là, vous faites votre conversion vrac avec du zéro déchet. Le verre, l'inox, le coton, la wax wrap, pas de problème. Attention, le papier et le carton, parce que les encres peuvent transmuter. Alors, est-ce qu'il faut se prendre la tête avec les pictogrammes? Il faut savoir que ce label, la RIC, que vous connaissez là, il n'a pas du tout de caractère obligatoire et c'est un label privé. Donc, si vous voulez regarder les contenants, les meilleurs, c'est 0,2, 0,4, 0,5. Moi, je regarde jamais. J'utilise mes petits sachets, mes petits sacs en coton bio pour prendre mes légumes au rayon et ça va très bien. Attention vos contenants. Alors, la chose que retiennent toujours les personnes d'après mes conférences, c'est leur bouilloire. Le pire, la bouilloire en plastique, celle-là, quand vous allez rentrer chez vous, si possible, mettez-la à la poubelle ou si vous la changez, prenez plutôt une bouilloire qui soit en inox ou en verre parce que vous avez le plastique et vous avez la chaleur. Et donc, vous allez avoir une transmutation des produits du plastique dans votre eau et on en utilise souvent. Vous pouvez très bien utiliser les cuillères en bois plutôt que ces anti-adhésifs noirs qui sont des PFAS, hein, qui sont des perfluorés. Alors, pour la poêle, ça se discute, hein. Alors, j'ai poussé quand même la conscience professionnelle jusqu'à essayer faire cuire un œuf dans une poêle en inox. Je n'ai pas réussi, hein. La poêle au fond, il faut déjà être costaud. Alors, il y a maintenant un compromis des poêles anti-adhésifs, bon, qui vous coûte un bras hein, quand même, c'est 90 € la poêle, qui vous assure qu'il n'y a pas de perfluorés dangereux dedans. Ça, c'est vraiment à discuter. Et puis, tout ce qui est anti-taches, hein, c'est des perfluorés sur la nappe en particulier. Pour les cosmétiques, les produits d'hygiène, on va être minimaliste. Il faut éviter ce qu'on va inhaler, parfum, ce qu'on va ingérer, le rouge à lèvres qu'on mange, et ce qu'on va tartiner sur la peau sur des grandes surfaces. Tout ça, c'est extrêmement, encore plus important chez les femmes enceintes. Pour moi, c'est mort, c'est trop tard. Mais vraiment, pour les jeunes, c'est hyper important. On peut privilégier évidemment le bio qui ne contiennent pas de phtalates. Attention à l'ameublement aux vêtements, à tout ce qui est anti-taches, la literie qui est traitée. Il faut vraiment laver ces vêtements neufs hein, quand ils viennent du magasin, pas seulement pour des questions d'hygiène, hein, mais pour enlever un certain nombre de produits dont ils sont imprégnés.
Le pire du pire, c'est la voiture neuve. Ça, c'est un vrai un vrai concentré à la fois de perturbateurs endocriniens et de composants organiques volatiles, hein. Si on peut choisir des fibres naturelles, le label Ecotex, c'est mieux aussi. Donc vraiment, on met le paquet sur les femmes enceintes, hein, et sur les fameux 1000 jours. Les 3 premiers mois, c'est effectivement ceux qui sont à haut risque de malformation, mais le cerveau, il continue à maturer après. Éviter un maximum les cosmétiques, éviter les produits domestiques chimiques, hein. On a des alternatives là quand même, que ce soit évidemment les produits bio en termes de produits de nettoyage ou de vaisselle, mais on a le bicarbonate, le vinaigre blanc, le terre de saumière, le citron, on a de quoi faire. Et puis le bricolage, c'est pour les autres. L'alimentation pendant la grossesse, le b.a.-ba, c'est d'éviter les toxiques. On va commencer par ça, hein. Tabac et alcool, évidemment. Attention aux contenants, attention aux différents poissons. Pensez au sel iodé, alimentation bio. L'acide folique qu'on donne en préconceptionnel et qu'on donne après va agir sur ce qu'on appelle les processus de méthylation, c'est-à-dire ce qui se passe au tout début dans la formation de l'embryon. Je l'ai dit, je crois suffisamment, supplémenter en iode et rajouter du sélénium parce que ça va éviter la chélation de l'iode par le mercure. Pour les jeunes mamans, bien laver les vêtements, les doudous, être vigilant sur les contenants, anticiper l'aménagement de la chambre du bébé, bien aéré. Un bébé, ça sent bon, on n'est pas besoin de lui mettre du parfum ou de lui mettre une crème parfumée. Pour les couches aussi, ça se discute, c'est-à-dire que on va pas revenir forcément aux couches qu'on va laver avec une lessive bio dans son lave-linge. On pourrait, hein, mais ça, c'était la génération de ma maman, c'était il y a longtemps. Les couches bio sont de plus en plus accessibles au point de vue coût. Mais voilà, il ne faut pas non plus faire de la femme une esclave de la maison parce qu'il faut que tout soit bio, hein. Enfin, pour tout à chacun, on est vigilant sur ce qu'on va ingérer, hein, et ce qu'on va inhaler. On fait attention à ces contenants. On aère, on choisit des matériaux les plus naturels possibles et on lave ses vêtements neufs. Pour chaque citoyen, les scientifiques sont là pour nous informer. Les journalistes ont un rôle, voire une responsabilité importante dans le relais des informations. Mais en fonction de notre comportement de consommateurs, eh bien, les industriels vont aussi changer leur production. Et puis, on a une arme qui est relativement redoutable, qui s'appelle quand même une carte d'électeur. Si c'est des valeurs qu'on porte, eh bien, on peut aussi, je dirais, les porter de cette manière-là. Et les politiques, ils ont le devoir, mais le pouvoir de réglementer. La perfection n'est pas de ce monde, c'est déjà bien de se sentir concerné. On peut faire sa part à titre professionnel, individuel et collectif. On essaye de pas que, on va expliquer sans essayer de faire trop culpabiliser et on est spécialement attentif aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Odile. J'espère que cette présentation vous a plu. On va passer aux questions. N'hésitez pas à poser, s'il vous plaît. Ah, on a déjà un merci. Ça fait toujours plaisir. Avez-vous des questions? Trois dans le chat, mais Oui. c'est vous qui avez la main, Alors, Brunhilde. oui, alors, n'oublions pas Tchernobyl. Oui, Exactement. tout à fait. Alors, Tchernobyl, on a effectivement, hein, le problème, ça a été l'effet sur la thyroïde. Alors, c'est plus un effet à risque cancérogène, parce que c'est les radiations ionisantes, mais pas un risque forcément perturbateur endocrinien. C'est pas toujours évident de faire la différence. On a tendance à mettre un peu tout dans le même panier. Le cancérogène, il peut agir à petite dose quand il agit sur le système endocrinien, mais il agit surtout à forte dose et à dose répétée. Exemple, l'amiante pour les cancers de la plèvre, par exemple. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. On a beaucoup de merci. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir ce retour. Une personne a trouvé cela très intéressant. Moi, j'ai une petite question, du Oui. coup. Quand tout à l'heure, vous avez parlé de puberté précoce, à quel âge on peut parler de puberté précoce? À 8 ans pour les petits garçons, 9 ans pour les petites filles. 8 ans, d'accord. 8, 9 ans, garçons et filles. Alors, on a un effet, alors je l'ai dans la slide, mais comme je sais que le temps était un peu contraint et qu'il y a beaucoup d'informations, on a un effet paradoxal chez les petites filles qui ont été adoptées.
Je vous explique. Quand elles étaient dans leur pays d'origine, elles étaient sous une forte dose, en fait, entre autres de DDT, qui, en fait, freinait la puberté. Et quand elles arrivent ensuite en France, par exemple, eh bien, il y a ce frein sur ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui va déclencher la puberté. Eh bien, ce frein est levé et les petites doses vont faire qu'elles vont faire leur puberté beaucoup plus tôt. Ça, c'est très, très fréquent. Deux petites amies, petites malgaches, voilà, qui sont venues, elles ont toutes les deux fait leur puberté précoce à 6 7 ans. Alors, Mm. on sait maintenant, on sait bloquer ces pubertés précoces jusque vers 12 ans pour qu'ensuite elles la fassent à l'âge normal. Et ça, c'est directement lié à l'environnement. D'accord. Merci de votre retour. Une personne dit que tout bio est un budget. Oui, tout à fait. C'est Tout pas bio faux. est un budget, mais il faut aussi savoir que on peut aussi faire bio et simple. C'est-à-dire que quand on fait pas bio avec des produits transformés, avec des plats cuisinés, tout ça, eh ben, ça finit aussi par avoir un coût. Maintenant, c'est vrai que le bio, on va essayer de faire dans le plus simple, si on peut. Faut-il Mais voilà. éviter... Oh, Oui. pardon, excusez-moi. Faut-il éviter le dentifrice au fluor en tant que perturbateur endocrinien et quel dentiste serait le bien? Très, 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 très bonne question. Très bonne question. Moi, je me souviens que quand mes enfants étaient petits, donc dans les années 80-90, on donnait systématiquement du fluor pour les enfants. On a arrêté maintenant avec ça. Euh, Effectivement, le dentifrice au fluor pour les tout petits, certainement pas. Je dirais pour les adultes, oui, une fois que voilà, je veux dire, ou pour les enfants plus grands, mais je suis d'accord qu'il faudra avoir un principe de précaution là-dessus. C'est une très bonne remarque. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle a un taux de prolactine élevé et qu'elle a beaucoup appris et qu'elle va faire du tri dans sa cuisine. Donc, très bien pour Ah, voilà. Ah oui, peut-être le tour de votre appartement, c'est tout simple. C'est tout simple et vous allez vous rendre compte. Et même dans les produits ménagers qu'on laisse dans le petit placard en dessous de l'évier, tout ça, ça a des émanations. Si vous pouvez, vous les mettez sur le balcon. C'est ça. mieux. Ça vous évitera de respirer les émanations de vos produits ménagers, par exemple. Et puis aussi, petite information, parce qu'on fait aussi beaucoup de santé environnementale à la Mutualité française. L'aération, on conseille généralement deux fois par jour pendant 10 minutes. Voilà, tout Oui. à l'heure, Madame Eh Bagot bien, a maintenant, parlé il y a de... des jours de haute pollution dehors. Alors, on dit restez chez vous. Donc, Oui. Mais oui, c'est vrai généralement, qu'il faudrait l'environnement intérieur est plus pollué que l'extérieur. parfois, mais c'est vrai que l'aération, c'est vrai que nos grands-mères, elles ouvrent, quel que soit le temps, elles ouvraient grand les fenêtres, elles sortaient, alors en Alsace, on dit le plumon, ça s'appelle un édredon en France, je crois, puis elles secouaient l'édredon à l'extérieur, et puis ensuite elles remettaient du bois dans le poêle, là, mais on le fait un peu moins aujourd'hui, c'est vrai qu'on devrait plus aérer. C'est vrai. La lessive, est-ce qu'il faut qu'elle soit sans parfum? Il faut qu'elle soit bio. Je vous conseille vraiment de prendre une lessive bio, vraiment. Et vous en mettez très peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Alors, il y a aussi les boules qui vont par un effet mécanique nettoyer, mais moi, honnêtement, je mets ça dans le fond de mon petit contenant pour une lessive, ça suffit largement. Que peut-on manger pour avoir de l'iode dans les aliments à part le sel? Il faut du sel iodé, ensuite il faut des poissons frais, Mm. et puis il faut aller à la mer au moins une fois par an. Ouais. Mais c'est vrai, les huîtres, très juste, très juste. Alors, le problème des produits les produits de la mer, de manière générale, c'est vraiment un double tranchant, parce qu'on a les oméga 3, on a l'iode, et ça concentre énormément les polluants. Et les études internationales ont bien montré qu'en France, les femmes étaient beaucoup plus imprégnées de tous ces polluants parce qu'on est des gros consommateurs de produits de la mer. Par rapport, par exemple, au Canada, on a des études comparatives. Ouais. Moi, du coup, j'ai une autre question. Tout à l'heure, donc, je vous ai posé la question sur la puberté précoce, mais est-ce que ça joue sur la ménopause précoce? On a une petite augmentation des ménopauses précoces. On n'a pas d'explication par rapport à ça. C'est multifactoriel, les ménopauses précoces. Mais c'est vrai qu'on en voit un peu plus qu'auparavant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question dans les questions-réponses de Elisabeth qui nous demande quel meilleur type de crème solaire quand la peau est très claire et exposée au soleil. Est-ce que vous avez un petit conseil? Chapeau, le parasol, l'ombre. Après ça, oui, il faut mettre un indice fort, un indice 50. Tout dépend en fait de l'âge. C'est-à-dire que vous avez quand même
tout ce qui est pharmaco-esthétique, c'est-à-dire les produits style Aven, La Roche-Posay, etc., qui sont vraiment très bien étudiés pour les gens qui ont déjà fait, par exemple, un petit spinocellulaire ou un basocellulaire, hein, des cancers de la peau sur des peaux à risque. Je pense qu'on peut utiliser à ce moment-là ces produits qui ont été expérimentés et validés en protection solaire. Sinon, vous avez des filtres solaires, des crèmes solaires bio. Mais quand on est à très haut risque, moi, j'avoue que je me tourne vers la dermocosmétique. Voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Voilà. Et puis, on peut peut-être aussi ajouter comme premier conseil avant tout, c'est aussi de regarder la composition du produit, que ce soit en cosmétique ou sur n'importe quel produit. Voilà, plus il va y avoir une liste importante et plus ça peut être compliqué. Tout à fait. Alors moi, j'ai aussi le côté pratique. Et si vous commencez à éplucher, alors vous avez les applications comme Yuka qui sont bien faites, hein. Mais si vous voulez faire vos courses en regardant la composition de chaque chose que vous achetez, vous n'êtes pas encore rentré chez vous, hein. Vous allez mettre 3 plombes pour faire. Ça, c'est le problème. Il faut voir aussi le côté pratique. Ouais. Mais je crois que Après, c'était. c'était pas forcément sur faire les courses au complet, mais quand on se pose justement des questions sur un produit typiquement, c'est vrai que des fois c'est important de pouvoir prendre un tout petit peu plus de temps, sans forcément y passer une demi-heure dans le rayon, bien sûr. Mais voilà, de prendre un petit peu le temps de regarder la composition plus Dans le attentivement, cas quoi. de dame qui a une peau vraiment fragile, effectivement, Mm. là, vous avez le temps de voir quel pourrait être le produit solaire qui est le mieux adapté pour cette personne. Mais ce qu'il faut se dire, c'est vraiment un état d'esprit, une démarche. On ne va pas chercher tel produit ou tel produit, se dire je vais être minimaliste, de quoi ai-je vraiment besoin, et ce dont j'ai besoin, je vais prendre le plus simple et le plus bio possible. Une autre question, pour les gels lavants, pour les tout petits, que faut-il privilégier? Des produits bio? Peut-on avoir confiance aux produits cosmétiques en pharmacie type La Roche-Posay, surtout dans les cas de peau atopique? Atopique. Alors, si le gel bio est bien supporté dans la peau atopique, eh ben, on va prendre le gel bio. Sinon, il faut aller dans la dermatologie, voilà, la Roche-Posay, qui sont à la limite des médicaments, hein. La peau atopique du nourrisson, c'est vraiment une pathologie compliquée, hein, très invalidante et qui va durer longtemps, hein. Donc là, il faut trouver, si en bio ça passe pas, il faut suivre le conseil de son dermatologue et puis aller prendre dans une autre gamme de produits, oui. Merci. D'autres questions? Pour l'instant, pas trop d'autres questions. Bah, merci à tous et à toutes. Merci Odile, merci du coup à Émilie et à Brigitte. Nous allons clôturer du coup ce webinaire. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à y répondre à la clôture de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais juste me permettre d'ajouter un petit mot à la fin. Donc on a commencé là à aborder voilà toutes plein de pistes pour pouvoir lutter contre les perturbateurs endocriniens. À Mutam, du coup, on est en capacité de vous proposer des petits ateliers voilà ludiques pour justement apprendre à les repérer, trouver des solutions simples. Sans forcément déménager toute sa cuisine ou toute sa salle de bain, parce que il y a aussi des logiques d'éco-responsabilité derrière, voilà. Donc, si vous étiez éventuellement intéressé par un atelier, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. De toute manière, je vous enverrai le lien du replay, voilà, sous quelques jours par mail. Donc, vous aurez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me redire et à me faire un petit mail en retour pour qu'on puisse éventuellement voir dans quelle mesure on peut organiser tout ça. Merci beaucoup et à bientôt.